Bonjour à tous, moi je vais vous présenter aujourd'hui comment écrire des crawlers simplement, à quoi ça ressemble au niveau architecture, ensuite on va rentrer un peu dans le vif du sujet, au niveau technique. Le but c'est de vous donner envie d'hacker un petit peu, de faire des petites choses, de faciliter la vie du quotidien en allant chercher des informations sur internet assez facilement. Donc un crawler, définition Wikipédia, un web crawler ou araignée du web, ou robot d'indexation, ou web scrapper, ça a énormément de noms. C'est un logiciel qui explore automatiquement le web afin de collecter des ressources. Celles-ci vont ensuite enrichir un moteur de recherche indexant ces données. Donc là, c'est pas très explicite. Donc, dans les faits, à quoi ça ressemble? Voilà un schéma que j'ai récupéré, que j'ai refait, mais que j'ai récupéré à la base d'une lecture de Stanford. Donc on a toute la partie ici, c'est vraiment un logiciel en bipartie. Donc on a toute la partie moteur client web, client HTTP, et toute la partie du crawler qui est là. Donc là, en fait, c'est assez simple, c'est simplement aller chercher les pages sur Internet et les parser. Donc les parser, c'est pareil, c'est à nous de l'écrire. On verra après à quoi ça ressemble. Donc au niveau du contenu, en fait, comment ça se passe? C'est un peu comme un générateur de nombres aléatoires, c'est-à-dire qu'on lui fournit un germe au web crawler. Le germe, ça va être le premier lien que le crawler va devoir parcourir. Donc le crawler va parcourir ce lien, il va se dire « Ah, est-ce que je connais le contenu? Est-ce que je l'ai déjà vu ?» Donc pour ça, il va regarder donc les documents et toutes les ressources qu'il a déjà parcourues. Et ah, bon, bah, je le connais, hop, du coup je le passe. Je le connais pas, hop, je le stocke. Ensuite, sur le contenu qu'on a récupéré, on va voir les autres balises qu'il y a dans ce contenu. On va donc élargir. Donc pour pas élargir un peu trop, on peut donner des filtres justement au crawler. Donc on va lui dire, voilà, bah, tu vas parcourir que les liens à l'ordre 3 par exemple. Et ensuite, bah, simplement, il y a un dernier processus en général, c'est la vérification de liens dupliqués, histoire de ne pas tourner en rond et de ne pas retourner 1000 fois sur les mêmes liens. Donc ensuite, hop, et hop, on recommence, on va chercher le nouveau lien, et ainsi de suite. Donc dans les faits, ça ressemble à quoi? Bah, imaginons que voilà, j'ai mon petit blog avec un index.html. Le index.html contient une balise article, qui contient un billet d'astronomie. Ce billet d'astronomie contient un lien, par exemple nasa.gov, avec une image qui est sur le site de la NASA. Hop, le crawler, on va lui dire, bah, par exemple, tu peux aller à l'ordre 1, mais tu ne vas pas plus loin après quand tu sors sur les autres sites. Donc ça, c'est un exemple. Après, hop, par exemple, il y a une deuxième page avec un autre lien, avec un about.html. Hop, par exemple, le about a une section CV, etc. Donc ça permet de construire des graphes de ressources, et à partir de ces graphes de ressources, on va pouvoir aller chercher des informations sémantiques. C'est ce qu'on fait à Perfect Memory. Donc la finalité, bah, par exemple pour Google, c'est référencer du contenu. Pour nous, à Perfect Memory, c'est aller chercher des informations afin de les indexer et de faire de la désambiguation. Bah, ça peut permettre aussi de faire de petites automatisations, comme je vais le présenter après dans l'exemple technique. Ça permet aussi de faire du spam, donc des choses un peu moins cool, du spam de publicité, commentaires sur les blogs. De toute façon, tous ceux qui ont un blog WordPress ont déjà dû avoir, s'ils n'ont pas le plugin anti-bot, ont déjà dû avoir des petits commentaires qui s'ajoutent avec des liens de phishing. Et des infections. Bah, c'est pareil, hein, si vous mettez pas votre WordPress à jour, un petit scrapper qui passe, hop, il voit que votre plugin WordPress n'est pas à jour, il va infecter le site, il va s'en servir il va servir votre serveur pour faire du spam, etc. Et aussi pour embêter le monde. Donc c'est ce qu'on faisait dans mon précédent job à la Copyright Agency. Donc je vais présenter justement cet exemple parce que c'est plus drôle. Bah, on a un petit bonhomme qui se dit, bon bah tiens, moi je vais partager mes films que j'ai téléchargés ou que j'ai achetés, je vais les partager sur TurboBit. Donc il prend son film, il l'envoie sur TurboBit. Ah, dommage, le film est suivi par la Copyright Agency parce que voilà, la Copyright Agency c'est une société de protection de contenu sur Internet. Donc le petit bonhomme se dit, il met son film sur Internet, la Copyright Agency voit que c'est un film qu'elle doit protéger, donc elle doit limiter l'accès à ce contenu piraté. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une liste de liens hors la loi à TurboBit en disant voilà, il faut que vous enlevez vos liens, on envoie une DMCA. Sauf que TurboBit, ben, ils s'en fichent, ça leur fait des thunes. Donc ils ont plein de vues de publicité et tout, ils sont contents, ils gagnent de l'argent. Sauf que la Copyright Agency, bah, il y a le client qui tape dessus, non mais il faut que vous enlevez les liens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, bah, c'était un projet sur lequel j'ai travaillé. Donc on va développer un petit crawler qui, pour chaque lien, va passer les captchas de TurboBit, c'est un exemple hein, parmi d'autres, de TurboBit, et aller chercher justement l'IP des serveurs de fichiers. Et donc après, bah, une fois qu'on a l'IP des serveurs de fichiers, on peut voir chez qui héberger TurboBit. Donc après, on va écrire à OVH en leur disant voilà, TurboBit est chez vous, ils hébergent des fichiers piratés, on va porter plainte contre eux, vous allez prendre aussi. OVH, ils se disent mince, bon, on va peut-être couper. Et hop, ils coupent TurboBit. Donc voilà, ça peut servir à pas mal de choses.
Donc, dans mes exemples techniques, je vais présenter les différentes petites techniques en Perl. C'est loin d'être mon langage préféré, hein, pour des raisons que, de toute façon, tous ceux qui ont développé en Perl sauront pourquoi c'est pas un langage super. Mais du coup, il y a pas mal de modules intéressants pour faire du web scrapping, dont WebScrapper qui est hyper simple, hein, même un ami pour l'utiliser. Et du coup, il y a une tonne de modules et une grosse communauté. Donc, je vais présenter l'exemple du coup du WebScrapper. Du coup, il suffit simplement de dire qu'on va utiliser le module WebScrapper. On définit un scrapper. On lui dit voilà, tu vas prendre toutes les tables dont l'ID est et tu vas le mettre dans un tableau hauteur. Et du coup, dans toutes les tables de width 100%, donc de toutes les tables de largeur 100%, donc c'est simplement un filtrage au niveau HTML. Tu vas prendre tous les liens, donc on va dire A, tu vas les mettre dans URI, et en disant que voilà, le type c'est un lien. Donc pareil pour toutes les balises small, donc c'est le full name, on va dire que tu mets ça en full name. Donc ensuite on va lancer ce scrapper sur la page de Cpan. Donc Cpan c'est le gestionnaire de module de Perl, donc ça c'est vraiment l'exemple bateau du web scrapper. Donc en fait cette page contient uniquement un grand tableau avec tous les auteurs de tous les modules. Donc tout simplement après, hop, en faisant un affichage sur chacun des auteurs, on va avoir la liste des auteurs à gauche et les liens vers leur profil à droite. Donc c'est super simple à utiliser, franchement je vous invite à regarder. Mais le détail c'est que du coup ça permet pas forcément d'être hyper bas niveau et de contrer les techniques qu'emploient les sites pour éviter que des bots passent dessus. Donc un peu plus bas niveau, on va utiliser carrément un client HTTP, donc en spécifiant un user agent. Donc là on va dire voilà, moi je suis Chrome, je me fais passer pour Chrome. Donc là c'est un exemple pareil, c'est un exemple assez bête, c'est est-ce que c'est bientôt le week-end.fr. On fait simplement une requête get. Si elle a un succès, on va la parser. Donc la parser, c'est hyper simple, du coup, avec XPath. XPath, ça permet de donner un chemin dans l'HTML pour directement dire je vais récupérer le paragraphe de classe MSG qui est contenu dans body, qui est lui-même contenu dans l'HTML. Donc c'est hyper simple. Donc en lançant ce script, on a non, mais demain on ne travaille pas, c'est férié. Donc je vais donner un second exemple, un peu plus compliqué. Donc c'est l'exemple que j'ai vécu moi-même cette semaine. J'ai passé le permis moto la semaine dernière. Je voulais le résultat. Il n'y a plus de résultat papier. On est obligé d'attendre le résultat de la préfecture sur leur site internet. Et moi, il y a ma moto de rêve qui m'attend dans mon garage. Donc, résultat, je vais sur le site. Ils me disent tu auras les résultats entre 0 et 48 heures après l'examen. Sauf que du coup, 0 à 48 heures après l'examen, quand est-ce que j'ai les résultats, je ne sais pas. Donc je me dis, sur mon serveur, je vais lancer un petit crawler. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser Despot Captcha, Service Resolver Captcha. C'est simple, email me pour envoyer des emails, l'arsenal habituel pour client HTTP, parseur HTML, de DOM HTML, et un navigateur avec l'outil de développement pour identifier les requêtes à effectuer. Donc on va tout d'abord identifier la requête. Donc là c'est hyper simple. Je tape mon formulaire, je fais comme si je voulais vraiment avoir les résultats. Hop, ça me dit les informations sont inexactes ou le résultat d'examen n'est pas encore disponible en ligne. Donc les informations étaient exactes, voilà. Donc après je regarde simplement dans mon Chrome à quoi ça ressemble, avec la requête qui est lancée. Je vois que c'est une requête post sur cette adresse sur sa result. Donc je regarde simplement le header à quoi il ressemble, le body à quoi il ressemble. Là je vois que là c'est mon numéro de permis, là c'est ma date de naissance, et là c'est le permis pour lequel je veux le résultat. Et là il y a le CAPTCHA. Donc là je vois qu'il y a le challenge du CAPTCHA, donc ça va être le numéro de série du CAPTCHA. Et là c'est le résultat que moi j'aurais donné, 232. Donc moi je suis un humain, je peux savoir que c'est... je peux lire ce qu'il y a dans l'image. Donc après pour le code c'est hyper simple. On fait d'abord une première requête get pour avoir le CAPTCHA. On va parser ce résultat de cette requête get. Et puis on va aller regarder le challenge du CAPTCHA, le numéro de série du CAPTCHA, pour ensuite aller chercher l'image, pour l'envoyer ensuite à la fin au service résolveur CAPTCHA, qui me donnera la réponse et qui permettra d'envoyer le formulaire final pour savoir si mes résultats sont en ligne ou pas. Donc là c'est assez simple. Donc voilà, à la fin on va parser la réponse, et s'il y a un résultat, hop, ça m'envoie un email, va voir tes résultats. Donc casser le CAPTCHA, comme je disais, une fois qu'on a fait la première requête get, on voit où est située la variable en JavaScript qui contient le challenge, le numéro de série du challenge. Donc une fois qu'on a cette variable, du coup, il suffit simplement d'aller chercher l'image sur le site de Google, Google Recaptcha,
Et après, bah, en utilisant un service qui sait lire des captchas, comme Deadba Captcha, du coup, on peut directement renvoyer le captcha qui est décodé. Donc c'est assez basique. Mais le problème, c'est que il y a très peu de sites qui sont aussi simples. En général, les sites comme TurboBit, etc., ben, du coup, il y a une tonne de JavaScript et c'est assez difficile à interpréter et à avancer et à bypasser pour réussir à écrire des crawlers. Moi, ce que je pensais en général, c'est utiliser Selenium. Selenium, c'est un navigateur télécommandé. C'est basé sur Firefox, c'est un fork, et c'est un Firefox télécommandé par API. Donc, on peut lui dire tu vas sur cette page, tu mets ça dans ce formulaire, tu fais ceci, tu fais cela. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus lent et ça implique d'avoir une interface graphique. On peut moins lancer ça sur son serveur, mais du coup, c'est assez efficace tout de même. Mais la difficulté au-dessus, c'est le nouveau CAPTCHA de Google. Donc, le nouveau CAPTCHA de Google, il suffit d'aller dessus avec la souris, de cliquer, je ne suis pas un robot. Donc ça utilise des techniques de machine learning, ça regarde la position de comment on déplace la souris pour aller cliquer sur je suis un robot. Donc c'est un peu dur d'aller directement dans le DOM de la page et puis cliquer directement sur la checkbox qui dit je ne suis pas un robot. Autant dire que ça ne fonctionnera pas. Donc là, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut employer des Indiens. Du coup, 1,4$ pour les 1000 captcha, c'est vrai que c'est un peu moins, ça donne un peu moins envie d'appuyer, mais du coup c'est la meilleure solution qu'a trouvé Google et actuellement il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas y faire grand chose. Donc je suis disponible si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Qu'est-ce que j'ai le droit de parser? Comment je peux le savoir? Pardon? Qu'est-ce que j'ai le droit de parser et comment je peux le savoir? Est-ce que tu as le droit de parser? En termes de légalité, je pense que ça se rapproche de cette question-là. Ouais. C'est pas forcément légal, mais ça dépend. On va dire si tu vas sur un site type site de téléchargement, TurboBit, etc., dans le contrat d'utilisation, c'est écrit que tu ne dois pas utiliser le site avec un robot. Mais voilà, c'est décrit que tu ne dois pas utiliser le site avec un robot. En général, la plupart des sites ont un fichier robot.txt qui est situé à la racine du site. Et ce robot.txt donne les règles en fait à suivre pour les robots. Mais vu que là je ne pouvais pas rentrer dans les détails niveau temps, ça faisait un peu juste. Si on remplace TurboBit par YouTube. Pardon? Si on remplace TurboBit par YouTube, il y a beaucoup de films, on va pouvoir récupérer, on récupère peut-être, mais ils ne sont pas peut-être suivis ou tracés par l'agence de copyright. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont possibles sur YouTube? Tout à fait. YouTube en fait fournit. En fait aujourd'hui on ne peut plus directement envoyer de DMCA à YouTube. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que YouTube a carrément une API qui s'appelle ContentID, qui permet de. Par exemple, je protège le film Men in Black sur YouTube. J'en ai les droits et je veux que personne ne le mette sur YouTube. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma copie de Men in Black, je la mets sur YouTube et je dis elle m'appartient. Et pour dire elle m'appartient, il faudra montrer le contrat en fait. Il faudra montrer qu'on a vraiment les droits. Et une fois qu'on aura montré qu'on a vraiment les droits, du coup, YouTube va faire un fingerprint de cette vidéo. Et quand YouTube repérera des séquences de cette vidéo dans d'autres vidéos, on aura soit des règles automatiques, soit on sera averti et on pourra aviser. Donc en général, les règles automatiques, c'est quand c'est des petits morceaux de vidéo, ce que font les propriétaires de droits sur YouTube, c'est qu'ils vont monétiser cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y aura des pubs sur cette vidéo et l'argent reviendra à l'ayant droit. Ou sinon, si c'est carrément le film complet, en général, c'est bloqué. Les meilleurs crawlers selon le langage, d'après toi? Est-ce que tu prends JavaScript avec Jasper, on peut en faire avec Perl? Bien sûr. Du coup, on peut en faire aussi avec PhantomJS, on peut en faire avec énormément de choses. Mais du coup, moi, j'en ai fait énormément en Perl, du coup, c'était l'exemple le plus simple pour moi. Et j'ai trouvé que du coup, les modules étaient vachement simples à prendre en main côté Perl. Dernière question. Tu aurais une idée d'une application qui permet d'interfacer un site internet pour déployer une API qui va correspondre à la navigation? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai déjà fait aussi. Je l'ai fait simplement sur le Content ID de YouTube. Content ID, en fait, il forçait, c'était pas très sympa, mais Content ID forçait à ce qu'il y ait des vérifications qui soient faites manuellement. Donc après, nous, derrière, on avait mimiqué ce que fait le navigateur, et on s'était fait notre propre API pour faire les trucs de façon automatisée comme si c'était fait manuellement. Donc, il faut se faciliter la vie aujourd'hui. Quand un site ne fournit pas d'API, tu peux le faire toi-même. Ça peut prendre un peu de temps, il y a différents programmes ou différents packages qui existent déjà pour te donner une base, mais tu peux le faire toi-même. C'est réalisable. Merci Karim. Avec plaisir.